Les rendez-vous de l'information sur RDC. Jean-Louis Péguillan. Nous recevons ce soir Jean-Louis Cos, rédacteur en chef du magazine Narigeois. Si nous le recevons, d'abord c'est pour parler de la parution du dernier magazine Narigeois, sur lequel nous n'avons que des compliments à faire d'ailleurs, et on est plusieurs à l'avoir fait. Mais si vous n'êtes pas là pour ça, Jean-Louis Cos, vous êtes là pour nous parler du reportage que vous avez fait sur la mine du Bentaillou et ce qui s'y est passé. Alors on a été tous très étonnés, on a lu ça avec attention. Déjà un petit peu pour ceux qui connaissent moins, les mines du Bentaillou, c'est où et c'était quoi ? D'abord, bonjour. Je vous remercie. D'abord, j'en profite pour toutes les interventions que vous faites régulièrement sur nos publications. La boulangère, ma voisine, me disait que lorsque vous avez intervenu avant-hier, le lendemain, les 3 numéros qui lui restaient de la région étaient vendus dans la matinée. Bon, oui, ce qui prouve votre audition. Je vous en remercie. Tout à fait. Alors, le Bentaillou, pour nous, nous avons fait... D'abord, je dois dire que... Vous le savez, nous sommes un journal d'investigation, nous ne sommes pas un journal d'information. D'abord parce que nous paraissons que tous les mois, donc on pourrait difficilement suivre l'information. Et dans cette investigation, le rôle de la région, c'est d'une part d'aller derrière l'information qui nous est donnée, qui est très bien faite par nos confrères, vous et les médias écrits, et d'aller derrière, voir ce qu'il y a derrière l'information, donc faire des dossiers. Et aussi, c'est de voir quand l'information nous est pas donnée et que nous savons qu'il y a un certain nombre de choses, on peut dire qu'on nous cache. Donc, ce contexte de ce reportage, il est double. D'une part, vous vous en souvenez, en 2015, nous avons eu, entre 2013 et 2015, il y a eu des longues investigations d'une société qui s'appelle Géodéris, à la demande de la préfète de l'Ariège, du moins du préfet de l'époque et ensuite de la préfète. Et cette société qui spécialise dans ce qu'on peut appeler l'après-mine doit faire un inventaire de ce qui reste sur les sites miniers et les carrières aussi. Ça, c'est une directive européenne que la France a reprise et Géodéris est chargé de le faire comme elle était chargée de le faire à Salot. Et donc, en 2015-2016, nous avons eu des longs rapports de cette société. Je vous rappelle que au mois de mai 2016, la presse a été convoquée, c'était le 4 mai à la préfecture, et que plusieurs réunions publiques se sont tenues, dont une importante le 3 mai à Saint-Giron, où à la fois Géodéris et l'Agence régionale de santé nous a fait les commentaires de ce qu'ils avaient trouvé. Et là, nous avons appris que depuis le Tartero, c'est-à-dire en haut de ce qu'on appelle la zone Narbonne des mines de Saint-Ain, jusqu'à l'école de Saint-Ain, en bas, en passant par le Bentaillou, par la Rouge, qui était une variante des mines, et puis par le village d'Ely, il y avait une pollution importante par le plomb, par le zinc, et l'arsenic même. Et à l'époque, on a conseillé aux éleveurs, aux bergers qui transhument, de ne plus amener les moutons, ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs, mais de ne plus amener les moutons dans la région de Chichoué parce qu'il y avait du plomb. Et on a demandé à la mairie de Saint-Ain de décaisser la cour d'école qui était goudronnée parce que jusqu'à 40 cm, il y avait du plomb dans la cour de l'école. On a même dit que le lac de Bonnac, il vaudrait mieux pas pêcher parce que le lac était complètement pollué par ces métaux. Mais pas un mot des hydrocarbures, pas un mot d'éventuels transformateurs pleins de PCB dans la mine. Or, pourquoi, à l'époque, la préfecture a organisé de nombreuses réunions au sujet à la suite de ces résultats, et pourquoi nous apprenons, dès le début octobre, qu'il va y avoir une opération discrète. Alors, là, on ne vous demandera pas comment vous l'avez appris. Oui. C'est du travail du journaliste. Oui. Vous ne le direz pas. La première partie de ce contexte, c'est pourquoi on nous informe à grand renfort de presse, il y a eu un petit déjeuner de presse sur les rapports de Géodéris à la préfecture, de cette exploration. Et pourquoi, quand on décide d'enlever, ça se fait discrètement, la presse n'est pas prévenue, les populations ne sont pas prévenues. Là, nous avons dit il y a quelque chose. La deuxième partie du contexte, c'est que nous avons révélé, vous le savez très bien, dès le mois de mars, à une réunion de la clique, à Madame la préfète, qu'il existait des transformateurs pleins de PCB dans la mine, une dizaine, dans la mine de Salot. Nous avons, dans un numéro spécial que nous avons diffusé en 70 000 exemplaires en juillet, nous avons confirmé, montré les photos de ces transformateurs dont certains bidons pleins de pyralène sont renversés. Et là,
la préfecture n'a pas l'argent pour évacuer, alors que des gens vont bientôt rentrer pour faire des explorations. Donc on a d'un côté une mine fermée depuis 55 ans, les galeries sont fermées, où il n'y a donc pas de danger pour l'instant de laisser des transformateurs, alors que dans une mine qui est dans le même arrondissement, on a des gens qui vont rentrer faire, et on a déjà quelqu'un qui est venu de Protec faire un prélèvement pour voir s'il y avait de l'amiante au début du mois de septembre. Là, la préfecture n'évacue pas ce qu'il y a dedans. Donc là, on dit qu'il y a un problème, et c'est comme ça que nous sommes allés sur le terrain pour assister aux évacuations clandestines. Donc ne vous attendez pas, je suppose, derrière avec des appareils photo, avec des journalistes pour voir ce qui se passait. Voilà. Et vous avez passé à la journée ou 2 journées? On a passé 4 jours. 4 jours. Et on ne nous a pas vus. Apparemment non. Apparemment non. Ce qui nous a permis de voir que des techniciens étaient en train de s'acharner, parce que ça a duré près d'1 heure et demie dans un transformateur. D'ailleurs, nous avons mis les photos. 3 techniciens de Chimérec, sans masque, n'arrivaient pas à ouvrir le robinet supérieur d'un transformateur pour pouvoir pomper le PCB, substance très dangereuse. Ils n'étaient ni masqués, ni rien, ni combinaison spéciale, alors qu'on impose simplement pour faire un prélèvement à 10 mètres dans la mine de Salaud d'avoir des combinaisons, des masques, un tas de protection sous prétexte qu'il y aurait de l'amiante. En sachant que le péralène peut tuer tout de suite, alors que l'amiante tue en 10 ans si ça tue. Et vous reprochez aussi le transport par hélicoptère sans précaution particulière Alors, ça m'a gêné un peu pour mon ami Sylvain Barrault, qui est pilote d'hélicoptère. Mais lui, on lui demande de faire, il fait. Qui est très, très spécialisé, d'ailleurs, qui fait même partie du secours en montagne pendant toute la saison d'hiver dans les Alpes. Un pilote d'hélicoptère ne sait pas ce qu'il va emporter. Bon, il sait le poids, il le connaît, puisque tout simplement, il est dans l'hélicoptère, qu'il arrive, il y a le filin dessous, même si le technicien est déposé au sol pour pouvoir accrocher le filin, il n'aura pas ce qu'il transporte. Donc on ne peut pas mettre en cause, d'une part, le pilote d'hélicoptère. D'autre part, il existe une carence dans la loi. C'est-à-dire qu'il y a une directive européenne, ce qu'on appelle la directive ADR, qui a été prise en 1990 sur le transport de marchandises dangereuses par la route. Elle a été rectifiée par la France en 1997. Cette directive concerne les transports par route, les transports aériens, mais par avion. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une carence des transports par hélicoptère. Or, effectivement, les transformateurs, comme les cuves pleines de PCB ou d'hydrocarbures, parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même une cuve pleine de 3600 litres d'hydrocarbures qui traînait aussi, auraient pu être descendus par la piste de 10 km. Bon, ça a été choisi par hélicoptère, mais donc il y a carence de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher, même s'il avait su. En plus, il ne le savait, il ne savait pas ce qu'il allait transporter. Alors, par contre, les directives françaises sont claires. En 2009, il y a eu une directive, un arrêté concernant les transports dans notre pays de matières dangereuses par route, et notamment le camion de la société Chimérec qui a pris dès l'arrivée en bas et qui est parti tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a même pas laissé entreposer pour pas qu'on le voit sur la DZ, les cuves et les transformateurs. L'hélicoptère a déposé directement sur le plateau du camion pour que ça aille plus vite l'ensemble des cuves et des transformateurs. Ce camion est parti immédiatement dès 9h du soir, alors qu'il aurait dû être accompagné par des motards devant et derrière. Il aurait dû, puisqu'il partait dans la Mayenne, chaque département aurait dû prendre un arrêté préfectoral d'autorisation de transfert. Ça n'a pas été fait. Donc, ces transports ont été faits en toute irrégularité. Alors, est-ce que la préfecture de l'Ariège était au courant ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que tout ce qui est l'après-mine, c'est-à-dire l'après-carrière aussi, mais les carrières sont encore d'actualité, mais les mines ne le sont pas, puisqu'il n'y a pratiquement plus de mines en France. Les mines fermées sont surveillées par un organisme qui s'appelle le DPSM, Département Prévention Sécurité Minière, qui dépend du Bergem. Et là, je voudrais faire un petit aparté sur le Bergem. Le Bergem est un établissement public... Le Bureau de recherche géologique et minière. C'est un établissement public de l'État. Même s'il a une SA Bergem qui, elle, est la branche qui investit éventuellement dans des sociétés d'exploitation, surtout pour l'Afrique ou ailleurs. Bon, le Bergem, c'est un établissement public de l'État, donc l'État. Le BRGM, par sa filiale Coframine, était un des actionnaires principaux de la mine de Salaud. La mine de Salaud, lorsqu'elle a fermé, avait 2 actionnaires principaux, la Banque Paribas et Coframine. Coframine, c'est le BRGM. Bon. Géodéris, qui est chargé
de voir s'il y a une pollution de mine, c'est le BRGM. Géodéris, c'est une filiale du BRGM avec Ineris, mais c'est une filiale du BRGM. Et le DPSM, le département prévention sécurité, c'est le BRGM. C'est-à-dire, on a le pollueur, à Salot, ça a été le BRGM, celui qui contrôle s'il y a une pollution, c'est le BRGM, celui qui est chargé de la surveillance, c'est le BRGM. Là, il y a conflit d'intérêts quelque part. Mais on l'a déjà déclaré à la CLIC plusieurs fois, ce qui n'a pas ému beaucoup notre préfète. Donc, on peut mettre en cause le fait que celui qui est chargé de voir la hauteur de la pollution, c'est celui qui a pollué, notamment à Salot. C'est pas le cas. C'est pas le cas au Bentaillou. Alors, le DPSM savait pertinemment, puisqu'il surveille tous les 10 ans en principe les mines, qu'il y avait des transformateurs dans la mine de Saint-Ain et qu'il y avait une cuve, elle était à l'extérieur d'hydrocarbures, contenant 3600 litres de rouge, c'est-à-dire le fioul, et que c'était une pollution possible. Bon, il a fallu attendre maintenant. Comment ça se fait ? Peut-être que les articles que nous avons publiés sur Salot ont alerté les organismes publics qui ont dit si ça se sait à Saint-Ain, ça va faire de l'histoire. Bon, maintenant ça s'est su, parce que ça a été fait discrètement, mais nous étions là. Mais c'est dépollué. Mais c'est dépollué. Mais c'est dépollué. Mais c'est dépollué. Ce qui n'est pas le cas là-haut, à Salot. Tant mieux. Oui. Tant mieux. La seule chose qu'on peut dire, c'est que l'urgence, elle était à Salot, elle n'était pas à Saint-Ain. Oui. Bon, parce que Saint-Ain, personne pour l'instant n'a un permis d'explorer Saint-Ain. Tandis qu'à Salot, on a des gens qui vont rentrer, parce que le permis, il y est, donc il faudra qu'ils rentrent. Même si c'est simplement d'abord pour voir si c'est possible de rentrer, il faut que des gens rentrent pour voir s'il y a de l'amiante. Et ces gens-là, ils sont exposés à des transformateurs qui sont à moins de 300 mètres de l'entrée. Et donc, nous avons des preuves aujourd'hui que le PCB qui est dedans dégouline. Donc, le DPSM a peut-être organisé cette opération avec la société Chimérec, qui, elle, est un sous-traitant, qui détruit les déchets dangereux, et Atochem aussi, qui était venu, a peut-être fait sans que la préfecture le sache. Là, ce serait beaucoup plus grave encore. Oui. Parce que ça veut dire que quand le DPSM vient, il doit au moins prévenir les organismes, les populations. Or, nous avons bien demandé à Élie d'en haut, à un certain nombre de temps, il n'y en a plus beaucoup, nous avons demandé à Élie d'en haut, nous avons demandé à STO, aux habitants, s'ils savaient que ces hélicos transportaient au-dessus de leur tête des transformateurs sans protection, pendus, on a mis les photos, pendus au bout du délingue, s'ils transportaient des cuves. Pourquoi la cuve est remplie qu'à moitié ? Si vous regardez les photos, c'est rempli qu'à moitié. Pourquoi ? Parce que les cuves font 1000 litres. Si on remplit de PCB la cuve en haut, comme c'est une densité de 1,6, on se trouve à 1600 kilos. Or, l'hélicoptère ne peut lever que 1000 kilos, entre 950 et 1000 kilos. Donc, les techniciens le savaient très bien et ils les ont remplis qu'à moitié. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cuves. Or, est-ce que les gens savaient qu'au-dessus de leur tête, des cuves remplies de PCB passaient au-dessus de leur tête en hélico, c'est-à-dire auraient pu être lâchés si l'hélico avait un trou d'air? Ils ne le savaient pas. Ils nous ont affirmé que personne ne les avait prévenus qu'il y avait des transformateurs dangereuses. Vous savez qu'un hélicoptère, et on l'a eu quand au moment du chantier des Estanius, on l'a eu 2 fois, quand un hélicoptère a un trou d'air, la seule façon qu'il ait pour s'en sortir, c'est de lâcher la charge, pour remonter. Ah oui. Et bien là, il aurait lâché une charge de pyralène dans le vallon de la Rouge, c'est-à-dire du ruisseau qui est au-dessus des lits. Pendant 800 ans, ça reste. Voilà. Bien, Jean-Louis Cos, on a été très heureux de vous entendre, effectivement. Tout ce que vous venez de nous dire, et en plus avec les photos qui prouvent effectivement vous dire, vous pouvez les retrouver dans le magazine Arigeois. Alors on en a déjà parlé, et ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera lorsque vous aurez quelque chose de nouveau à nous apporter, notamment sur la mine d'Anglade. C'était les rendez-vous de l'information. Merci d'être fidèle à cette émission que nous vous proposons régulièrement. Dans un instant, la musique revient sur RDC. Bonsoir.